Bonjour chers spectateurs de Crass Moto. Après une longue pause, voici le premier grand reportage sur la chaîne. Et nous allons parler avec vous des motos destinées aux forces de l'ordre. Où et quand, pour la première fois, un engin à deux roues avec un moteur dans le cadre a-t-il été mis au service ? Quel type de moto la milice soviétique utilisait-elle ? Pourquoi, à l'époque de la Grande Dépression, les Harley américaines à Détroit et à Chicago étaient-elles équipées de plaques blindées ? Pourquoi la technologie BMW est-elle si populaire dans les services de nombreux étatins ? Et comment les gendarmes français ont-ils fait échouer le projet de moto populaire avec un moteur Citroën ? Vous découvrirez tout cela et bien plus encore dans cet épisode. Je vous invite à écouter quelques mots sur les motos de police. Ce sera intéressant. Chers téléspectateurs, avant de commencer mon récit, je voudrais dire quelques mots personnels. Ce type de sujet demande beaucoup d'efforts pour la recherche d'informations, l'écriture, le doublage, le montage et la post-production. Le plus agréable est d'observer la réaction du public et la vitesse à laquelle les vues augmentent une fois le sujet en ligne. Mais tous les sujets de ce genre n'ont pas la même chance. Par exemple, un épisode détaillé sur la course de moto de l'île de Man s'est arrêté à 33 000 vues. Alors mettons-nous d'accord. Si, selon vous, l'épisode est informatif, utile et de qualité suffisante, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et connaissances. À ceux qui s'intéressent aux véhicules à deux roues, merci. Les premières motos sont apparues dès la fin du XIXe siècle. Au départ, les prototypes et modèles expérimentaux avaient deux objectifs. Vérifier les qualités de conduite et sonder l'attitude de la société face à cette nouveauté. La société est-elle prête pour cette nouveauté ? La première moto de série de l'histoire de l'humanité fut cet engin, appelé Hildebrandt Wolf-Müller, dont la production entre 1894 et 1897 a été organisée par les Allemands, les frères Genrich et Wilhelm Hildebrandt, ainsi que Alois Wolf-Müller. L'apparition d'autres entreprises produisant des motos en série n'a pas tardé. Pendant la période de 1900 et les années suivantes, les entreprises de motos sont apparues comme des champignons après la pluie. Et la moto, étant l'enfant de l'époque du progrès, gagnait de plus en plus en popularité. Éloignons-nous un instant de la technologie à deux roues et rappelons-nous un peu l'histoire des forces de l'ordre. Sur quoi se déplaçaient les rudes agents de police au XIXe siècle ? Pour la plupart, ils se déplaçaient à cheval individuellement. On utilisait également divers types de charrettes hippomobiles pour le déplacement du personnel ou le transport des contrevenants. Le XIXe siècle est l'ère de la vapeur, symbolisée par la locomotive à vapeur, icône également du début du XXe siècle. Et la police utilisait également des wagons de chemin de fer pour escorter les prisonniers ou transporter des cargaisons précieuses et des armes. Au cours des dernières décennies du XIXe siècle, la bicyclette gagne en popularité. C'est un moyen pratique et peu exigeant pour patrouiller aussi bien en ville qu'à la campagne. Et c'est à peu près à la même période que les automobiles et les motos apparaissent. Et les forces de l'ordre, qui, soit dit en passant, disposaient trop de fonds, n'ont pas pu ignorer ces nouveautés techniques, qui leur permettraient à concentrer d'accomplir leurs tâches plus facilement, plus rapidement et plus confortablement. Ce n'est pas tout à fait le sujet, mais savez-vous où et quand une voiture a été utilisée pour la première fois par la police ? Cela s'est passé aux États-Unis, dans la ville d'Akron, dans l'État de l'Ohio, en 1899. Cette voiture à 4 roues équipée d'un moteur électrique était utilisée pour les patrouilles. Cette voiturette pouvait atteindre une vitesse de 26 km/h et avait une autonomie de 48 km. Le premier conducteur fut Louis Müller, et la première mission consistait à ramasser un ivrogne dans les rues de la ville d'Akron. En ce qui concerne la première utilisation de la moto dans le service, la majorité des sources préfèrent attribuer la primauté à la marque Harley-Davidson. En 1908, un lot de 4 motos de cette compagnie a été officiellement acquis par le département de police de Détroit.
La même année, le service de police de la ville d'Evanston, dans l'Illinois, a acquis une moto Excelsior Henderson pour la patrouille. En 1909, des motos Indian apparaissent dans plusieurs unités, bien que selon d'autres sources, la première moto en service ait été une Indian. L'engin à 2 roues, conçu par Edstrom et Handy, a été acquis par la police de New York en 1907. Les agents ont vu dans la moto un précieux outil tactique qui leur donnait un avantage dans la lutte contre la criminalité grâce à sa rapidité et sa mobilité. Bientôt, d'autres services de police à travers les États-Unis ont suivi cet exemple et ont commencé à acquérir des véhicules à 2 roues. Cela a permis aux fabricants de motos de bien gagner grâce au marché public et d'améliorer leur situation financière. La première unité officielle de motopatrouille, en tant que structure distincte, a été organisée à Berkeley, en Californie, en 1911 par le chef de la police Auguste Folmer. C'est à Berkeley que les premières exigences pour former les policiers motocyclistes ont été établies. Les motos Harley-Davidson et Indian étaient en outre équipées de sacoches latérales en cuir pour transporter les objets nécessaires au service. Cependant, regardez quelle est la situation. Il n'est pas du tout exclu qu'avant la livraison de l'Indian en 1907 à la police de New York et du premier Harley en service en 1908, certains agents de la loi utilisaient à titre privé leurs propres motos. Les policiers utilisaient les motos principalement pour faire respecter le code de la route et comme véhicule d'escorte. Dès le début, un certain nombre d'exigences étaient imposées à la technique en service, et la principale était que la moto devait avoir de bonnes performances dynamiques, afin de poursuivre avec succès tout véhicule existant sur la route et d'arriver rapidement sur le lieu de destination. C'est justement pour cela que la police, à l'époque comme aujourd'hui, choisit surtout des véhicules puissants avec une grosse cylindrée. Dès les débuts de l'utilisation de la moto par les forces de l'ordre, il est devenu évident que le personnel avait besoin d'entraînement à la conduite extrême, ainsi que d'une formation à l'entretien et à la réparation des véhicules. Progressivement, les exigences se sont élargies concernant l'équipement spécifique des motos. Aujourd'hui, il s'agit de signaux sonores spéciaux, de dispositifs de signalisation lumineuse, d'équipements photo et vidéo, de radio, de systèmes de navigation, etc. La première invention pour les motos de patrouille, après les sacoches en cuir, était sans doute le dispositif de blocage de l'aiguille du compteur de vitesse. Son utilité restait à déterminer. Le policier, en poursuivant un contrevenant, alignait la vitesse de sa patrouille sur celle du véhicule civil et enregistrait la valeur du compteur. Après l'interpellation, sur la base de l'indication de l'aiguille, on pouvait dire « Regarde, tu roulais comme un fou sur la route à 40 miles à l'heure. Je vais établir un procès-verbal, vous devrez payer une amende. » Une invention assez ancienne aussi était un signal sonore spécial à commande mécanique. Sur ces images, nous pouvons observer l'un de ces dispositifs. Il est actionné à la manière d'une dynamo de vélo à partir du pneu de la roue. Après les États-Unis, les motos ont aussi fait leur apparition dans la police d'autres pays comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et l'Italie. D'abord dans les pays techniquement les plus avancés. Par exemple, en France, cela s'est produit en 1910, et en Grande-Bretagne officiellement en 1921. Et plus tard, même des pays qui n'avaient pas leur propre production de motos ont su apprécier leur valeur. Voici par exemple un spectacle de la motopolice au Mexique en 1937 ou en Australie au milieu des années 30. Ici, vous savez, un autre critère d'utilisation des motos était assez important, le climat. Dans les régions où l'hiver était vraiment marqué avec de la neige et de fortes gelées, soit il n'y en avait pas du tout, soit il était de courte durée, l'utilisation de la moto dans le service était justifiée. Dans les pays où l'hiver dure la moitié de l'année, il valait mieux utiliser une voiture ou le bon vieux cheval qui, dans des congères d'1 demi-mètre, surpassait en franchissement n'importe quelle machine motorisée. Un autre critère important qui influence le choix de la technique utilisée en temps de paix, c'est la situation économique de l'État à une période donnée. Ici, tout est simple. Une moto est a priori moins chère qu'une voiture, car sa fabrication nécessite moins de matériaux et moins de main-d'œuvre. Par exemple, en Europe et en Union des républiques socialistes soviétiques d'après-guerre, de la fin des années 1940 au début des années 1960. La moto était largement utilisée par les services de l'intérieur et de la circulation routière. D'ailleurs, il existait même des motos pour les services d'incendie dont nous parlerons un jour avec vous.
Ce chapitre abordera l'histoire marquante des motos de police aux États-Unis, une page importante de l'utilisation des motos par les forces de l'ordre. Comme mentionné précédemment, c'est aux États-Unis qu'un véhicule à 2 roues a été mis en service pour la première fois. Indian à New York en 1907 et 1 an plus tard Harley-Davidson à Détroit. La première décennie du XXe siècle aux États-Unis a marqué le début de la production de masse des automobiles. Pour cela, il faut remercier Henry Ford et ses méthodes d'assemblage à la chaîne des automobiles. Grâce à cette approche, l'automobile a cessé d'être un objet de luxe. Plus Henry Ford produisait de modèles, moins il coûtait cher. Ainsi, la Ford Model T coûtait entre 825 et 850 $ dans les années 1908 à 10, alors qu'en 1917, elle ne coûtait plus que 350 $. La croissance du nombre de véhicules sur les routes était folle. Voici quelques chiffres pour vous donner une idée. Le parc total de camions et de voitures particulières aux États-Unis est passé de 8 000 en 1900 à 1 258 000 en 1913. En conséquence, le nombre d'infractions routières, d'excès de vitesse, d'accidents et de morts sur les routes a aussi augmenté spectaculairement. Et afin d'influencer positivement la situation qui s'était créée, les autorités ont décidé d'élargir les effectifs de la police routière et de motoriser massivement les unités. Dans les années 1910, le nombre de motos en service augmentait rapidement, et il ne s'agissait pas seulement de modèles des 2 marques américaines de motos les plus connues du grand public. Au début du XXe siècle, il existait aux États-Unis une multitude de fabricants de 2 roues, dont la grande majorité n'a pas survécu à la Grande Dépression. Dans les garages des départements de police, on pouvait trouver des véhicules de A. C'est Creed, Sante, Excelsior, Pierce, Anderson et ainsi de suite. Les policiers aimaient surtout les moteurs 4 cylindres en ligne Henderson. C'était une machine solide et très fiable. 968 cm3, 7 chevaux, et sur les premiers modèles, un empattement incroyablement long de 1650 mm. En 1914, la Première Guerre mondiale a commencé. Au départ, aux États-Unis, la volonté de rester neutre dominait. Cependant, après une série d'événements, le 6 avril 1917, le Congrès a déclaré la guerre à l'Allemagne. Les États-Unis ont immédiatement accru l'ampleur de leur aide économique et navale aux Alliés et ont commencé à préparer un corps expéditionnaire pour entrer en action sur le front. L'industrie a fourni à l'armée un nombre important de motos, et à la fin de la guerre, une grande partie des véhicules motorisés survivants a été remise à la police. Là, elle sera encore utile, car une guerre contre le banditisme se préparait. Dans l'histoire des États-Unis, il y a eu une période appelée la Prohibition, qui a duré de 1920 à 1933 ans. À cette époque, les gens n'ont pas simplement arrêté de boire docilement, loin de là. Malgré l'interdiction, l'alcool était produit clandestinement et importé illégalement de l'étranger. Des groupes criminels armés se sont organisés pour contrôler ce processus illicite, donnant naissance à la contrebande d'alcool. Et de l'autre côté des barricades, il y avait les policiers. C'était une véritable guerre, et dans les points crâteaux les plus chauds du pays, on pouvait voir de telles motos de police avec des boucliers blindés pour le conducteur et le passager du sidecar. C'était vraiment sérieux. En plus du combat quotidien contre le crime, il y avait aussi des exploits héroïques. Par exemple, les officiers de la patrouille motorisée, Thornton Edwards sur une Indian et Stanley Baker sur une Harley-Davidson étaient de service le soir du 12 mars 1928. Lorsqu'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire des États-Unis s'est abattue sur la Californie. Peu après minuit, le barrage fraîchement construit de Saint-François, situé à 36 km en amont de la rivière Valencia, s'est effondré. Un flot d'eau dévastateur s'est précipité directement vers la petite ville de Santa Paula. Le département de police local a appris le danger imminent peu après l'effondrement du barrage. Thornton et Baker ont passé 3 heures à parcourir toute Santa Paula à moto, informant les habitants de l'évacuation de la ville. Selon la légende, la moto de Thornton a dû être réparée parce que cette nuit-là, il avait avalé trop d'eau. Grâce aux actions de ces 2 officiers, de nombreux habitants ont pu être évacués avec succès et le nombre de victimes a été considérablement réduit. C'est aussi à cause de l'occupation. Il existe cette vidéo datant approximativement des années 1920 dans laquelle on voit une moto avec une cage dans le sidecar. Le policier arrête un contrevenant en voiture, le retient et l'emmène au poste, dans cette même cage. Il s'agit d'une mise en scène humoristique. On constate que les barreaux sont faux et que la petite chaise blanche provient visiblement de la terrasse la plus proche. De plus, il manque de logique.
Le détenu se trouvant dans cette cage peut de nombreuses façons gêner l'agent de l'ordre dans la gestion de l'équipement. Il peut aussi, sans grande difficulté, voler les clés ou l'arme de service. Je ne souhaite à aucun d'entre vous, braves gens assis dans vos confortables fauteuils, d'être convoqués. J'ai conduit ma moto en plein milieu de cet écran. Selon la société Harley E. Davidson, à la fin des années 1920, plus de 3000 services de police et institutions gouvernementales utilisaient des motos de cette marque. La Grande Dépression de 1929 a durement frappé les fabricants. Les ventes chutaient chaque année et de nombreuses entreprises ont cessé d'exister. En fait, après la crise, seuls les 3 grands constructeurs de motos américains ont survécu, Excelsior, Indian et Harley Davidson. Ces derniers ont réussi à rester à flot grâce à un marketing agressif de leurs motos auprès de la police et des institutions gouvernementales, ainsi qu'à leur participation à des campagnes pour la sécurité routière dans le pays. D'ailleurs, à cette époque, les policiers utilisaient activement non seulement les modèles Harley à 2 roues et les versions avec sidecar, mais aussi le tricycle Cervica, apparu en 1931. Au début des années 30, un policier de patrouille américain moyen parcourait environ 100 000 km par an, par tous les temps, sur sa moto de service. De plus, à cette époque, la qualité des revêtements routiers était médiocre. Les routes en terre, la boue, les nids de poules et autres rêves d'enduristes dominaient en tarte sur 80% du territoire du pays. Avant la Seconde Guerre mondiale, les Harley de la police étaient généralement peintes en bleu foncé, et à partir de 1951, elles étaient peintes dans une couleur spéciale, gris argenté foncé. La Seconde Guerre mondiale a été relativement bien traversée par Harley Davidson, car ils ont réussi à créer la moto militaire la plus simple et la plus fiable, la WLA-42. Indian n'a pas eu cette chance, et en 1953, ils ont fait faillite. Les États-Unis connaissent un essor économique dans les années 50 et 60. La criminalité était moins problématique que dans les années 20. Mais la situation sur les routes ne s'est pas améliorée, elle s'est même aggravée. Le nombre d'usagers de la route, la cylindrée des moteurs et la vitesse ne cessaient d'augmenter, entraînant une hausse constante des accidents et des morts sur la route. La jeunesse ayant enfin accès à la technologie attisait les tensions. Les jeunes, peu importe l'époque ou le pays, sont essentiellement les mêmes. Ils ont juste besoin d'un prétexte pour se défier mutuellement, comme en termes de vitesse. Et la jeunesse américaine disposait de nombreuses vieilles bagnoles et épaves sur lesquelles elle organisait partout des courses et des défis. Bien sûr, pour cela, ils n'allaient pas sur une piste ou dans un stade, mais faisaient en tout sur les routes ouvertes à la circulation. La mission des motards de la patrouille était de prévenir les accidents, de contrôler la vitesse et de disperser toutes sortes de rassemblements de coureurs de rue. Dans ce but, des unités spéciales de motards ont été formées dans de nombreuses villes. Habituellement, ils portaient des noms assez simples, Traffic Enforcement ou Motorcycle Unit, mais dans certaines villes, on choisissait des noms vraiment percutants. Que pensez-vous, par exemple, de Pittsburgh Hot Rod Squad ? Le plus célèbre parmi ces unités était le Tennessee Yellow Jackets. Les policiers se roulaient sur des Harley peintes en jaune vif, avec des autocollants jaunes supplémentaires sur les pare-brises, en plus du marquage policier habituel. Les officiers portaient des bottes de moto en cuir noir, un pantalon noir avec une bande jaune, une chemise jaune avec des rabats de poches noires et une cravate noire. Selon la météo, ils utilisaient une veste jaune avec des finitions noires. L'unité Tennessee Yellow Jackets n'a existé que 6 mois avant d'être réorganisée, mais elle a laissé une impression indélébile. Les officiers qui y ont servi ont continué à porter l'uniforme spécial et à utiliser les motos jaunes pendant plusieurs années, et de nombreuses autres unités ont copié ce style. L'image d'un flic sur une Harley est devenue une icône du style américain, un symbole d'une époque. Et jusqu'au milieu des années 60, personne n'aurait pu imaginer qu'il roulerait sur des machines étrangères. Le quasi-monopole du seul fabricant de motos sur le marché intérieur l'a rendu complaisant. Les innovations techniques étaient introduites très lentement et paresseusement, et plusieurs marques étrangères avaient déjà dépassé Harley Davidson sur de nombreux aspects. Dans les années 60, les motos de la société BMW sont arrivées aux États-Unis et ont rapidement commencé à concurrencer Harley Davidson dans les services des officiels. Dans la seconde moitié des années 60, la société italienne Moto Guzzi a lancé la production de gros bicylindres en V qui ont tellement plu à la police qu'ils ont même été adoptés dans la Californie ensoleillée. À l'horizon, on voyait les Japonais pénétrer avec assurance le marché américain. Et dès que la grande 4 japonaise a proposé des machines avec une cylindrée et une puissance respectables, elles ont commencé à intéresser les forces de l'ordre.
Jusqu'aux années 70, la part des motos japonaises dans la police était insignifiante. Parmi les premiers modèles adaptés aux besoins de la police, on trouve la Honda CB 450 et la Honda CB 750. Les motos de série d'origine ont été équipées des soins d'un matériel spécial pour la police. Une sirène puissante, deux gyrophares et un porte-bagages pour installer la radio et un kit d'urgence. Cependant, déjà à la fin des années 70 et au début des années 80, les Japonais ont considérablement évincé Harley-Davidson et BMW dans le domaine du maintien de l'ordre. En 1975, Kawasaki a sorti un kit spécial pour le modèle ZO1900, le transformant en moto de police. Ensuite, ils ont commencé à produire des modèles de série destinés au département de police. Elles étaient toutes équipées de pare-brise, de valises latérales, de gyrophares, d'une sirène et d'une radio. Le modèle le plus populaire fut le Kawasaki KZ1000 P Police, sorti en 1982, également connu sous le nom de KZP. Le modèle était fabriqué aux États-Unis, dans l'usine de Lincoln, Nebraska. Avec des modifications mineures, toutes visant à une unification maximale, le modèle a été produit jusqu'en 2005. À l'ouest des États-Unis, les policiers préféraient les Kawasaki, tandis qu'à l'est, ils restaient fidèles au traditionnel Harley. Les BMW étaient quant à eux répartis de manière relativement uniforme des deux côtés du continent. Au cours des 10 à 15 dernières années, on a de nouveau observé une tendance à la hausse de la popularité des Harley-Davidson dans les services. Si dans les années 80-70, seuls 400 services de police aux États-Unis utilisaient des motos de cette marque, aujourd'hui elles sont en service dans 3400 unités. Cela correspond à l'introduction de nouvelles technologies dans les motos de la marque américaine, augmentant puissance, vitesse et maniabilité. Aujourd'hui, près de 80% des motos de police modernes aux États-Unis sont des Harley. Aujourd'hui, les Kawasaki Concours 14 sont utilisés par les services de police comme technologie étrangère. Adoptés en service depuis 2009 dans deux versions, Concours 14P et Police 1400, en Forcer BMW R1200, RT et Honda ST 1300. Cependant, les concessionnaires Kawasaki ont arrêté la production des nouveaux Concours 14P après qu'une série de défaillances dans le système électrique a mis hors service 268 motos pour réparation. On peut aussi trouver quelques véhicules Victory dans les garages de la police. En particulier dans le département de Daytona Beach, en Floride, on trouve un certain nombre de motos Yamaha et des Moto Guzzi modèles Californian 1400 et Norge 1200. Au cours des 10 dernières années, une centaine de départements ont commencé à introduire des motos électriques zéro dans leur service. Quelles sont les raisons derrière le choix de la marque zéro et l'adoption généralisée des motos électriques ? Les véhicules électriques présentent d'ensemble des avantages pour patrouiller dans les parcs, les Antichai-Sunissant, Bessice, les zones urbaines et autres lieux similaires. La zéro, légère, est capable de franchir avec assurance les paysages urbains et les terrains accidentés. Son faible niveau sonore permet aux officiers d'approcher les suspects plus efficacement. Cependant, la moto électrique a aussi des inconvénients. Par exemple, une poursuite sur l'autoroute à 140 km/h déchargera la batterie plus vite que sur 100 km parcourus à une vitesse moindre. C'est pourquoi les monstres à essence continueront de dominer les autoroutes pendant longtemps encore. Et puisque dans ce chapitre nous parlons beaucoup des motos Harley-Davidson, il convient de mentionner que tout au long de l'histoire de la marque, les véhicules de cette entreprise ont été utilisés par la police dans environ 45 pays. Et l'âge d'or a eu lieu dans les années 40 à 60, avant le boom de la technologie japonaise. Au Chili par exemple, dans les années 40, on utilisait ce modèle blindé U, équipé d'un moteur 74. Le sidecar avait l'espace pour accueillir une mitrailleuse de calibre 30. Dans de nombreux autres pays d'Amérique latine, ainsi qu'au Canada, en Italie, en Autriche, au Liban, en Australie et en Nouvelle-Zélande, on a également roulé à différentes époques sur des Harley-Davidson. Les spectateurs plus âgés ayant connu l'Union soviétique se souviennent sûrement de leur jeunesse ou de celle de leurs proches, roulant sur des Voskhod et des Iji, poursuivis par l'austère oncle Vassia, le policier, sur une Oural avec sidecar. Dans ce chapitre, il est temps d'aborder le sujet des motos en service en Union des républiques socialistes soviétiques et dans l'espace post-soviétique. Stop, il convient de commencer cette section encore avec l'Empire russe. Les premières motos sont apparues en Russie seulement quelques années après le début de la production en série à l'étranger, c'est-à-dire dans les dernières années du XIXe siècle.
et la première construction à 2 roues avec un moteur, appelé Rossilia, a été assemblée à l'usine de Riga en 1899 sous licence achetée aux frères Werner qui avaient créé leur propre moto en France. Avant la Révolution, l'usine Dux de Moscou produisait des motos avec un succès variable. Bien que la moto existait déjà dans l'Empire russe, elle n'était pas un phénomène de masse. Seuls les riches ou les institutions d'État pouvaient se permettre une telle technologie. Entre 1914 et 17, 15 440 motos, principalement de fabrication étrangère, sont arrivées dans l'armée russe. Il s'agissait de véhicules en version solo et avec sidecar. De nombreuses photos de cette époque existent. Mais il n'y a aucune mention de l'utilisation de la moto spécifiquement par la police. Concernant les automobiles, la première voiture officielle en Russie est apparue en 1896. C'était une automobile de la marque française Panhard et Levassor, acquise sur ordre spécial du ministre des Transports, le célèbre passionné d'automobile, le prince Mikhaïl Ivanovitch Khilkov. Le premier véhicule a été acheté pour les services d'Onto du ministère de l'Intérieur en 1903. Cependant, les hauts fonctionnaires ne se précipitaient pas tous pour se motoriser, car la police accomplissait assez bien ses tâches à pied et à cheval. Cependant, avec la Première Guerre mondiale, beaucoup de matériel d'État a été transféré à l'armée. En 1917, il y a eu la Révolution, et après la guerre civile, l'intervention, l'expulsion des intervenants et une série d'autres événements, le 30 décembre 1922, l'Union soviétique a été fondée. Déjà au milieu des années 20, la direction de l'Union des républiques socialistes soviétiques a sérieusement envisagé la motorisation du pays et la mise en place de sa propre production de motos et d'automobiles. Alors qu'aux États-Unis, les policiers se traquaient les bootleggers sur des Harley et des Indian, l'Union soviétique n'avait pas encore de production nationale de motos. Les premières motos pour la milice et les services de régulation de la circulation ont été achetées à la fin des années 1920 et au début des années 30, et il s'agissait d'un petit nombre de BMW R11 allemandes. Un peu plus tard, des Podolski, Mechaniczewski, Zawod A-Sept 150 ont été livrés aux unités du commissariat du peuple aux affaires intérieures et à la milice. Elles étaient produites entre 1935 et 1939 à l'usine mécanique de Podolsk, dans la région de Moscou. Là, il s'avère que les agents de l'ordre russe ont commencé avec des BMW, et environ un siècle plus tard, ils sont revenus aux mêmes BMW. C'est véritablement après la Grande Guerre patriotique que les motos ont commencé à arriver massivement pour le service civil. Beaucoup de ces motos accomplissèrent encore hier des missions de combat, et maintenant elles étaient utilisées par la milice. Il y avait des Harley, des motos prises comme trophées, ainsi que des M72 nationales, ainsi en 1945 environ 5000. Harley était en service dans la milice et les unités du commissariat du peuple aux affaires intérieures. À la fin des années 40, la circulation dans les rues a repris vie. Le nombre de voitures, qui restait un luxe, et de motos, plus accessibles, augmentait lentement. Tout cela devait être contrôlé. La quantité de matériel en service augmentait, et les équipements de pré-bail et les trophées de guerre étaient de plus en plus remplacés par les modèles nationaux EM 72 et IJ 49. Jusqu'en 1953, il était possible de croiser une moto de police de presque n'importe quelle couleur. L'ordre n'a été instauré qu'avec un arrêté du ministère de l'Intérieur qui a standardisé la peinture des voitures et motos de police. C'est à ce moment-là qu'est apparue la première combinaison de couleurs, comprenant principalement du bleu avec des bandes rouges. Les modèles en service changeaient à cette époque, principalement des Ural Dirbit. Les anciennes motos n'étaient pas retirées du service à la hâte, et les nouveaux modèles arrivaient dans les forces de l'ordre de façon chaotique. Et dans chaque région, on se souvenait de ses propres motos, M61, M62, M63, Cassette 150 et d'autres qui ont fidèlement servi pendant plusieurs décennies. Eh bien, voilà encore, tu comprends, la batterie. Je t'avais prévenu, avec une vieille batterie, ce n'est pas une vie. À la fin des années 50 et au début des années 60, les motos ont été modifiées pour le travail de la police en ajoutant des équipements comme des radios, gyrophares et sirènes et en modifiant certains éléments. Par exemple, sur certaines Ural, on installait des générateurs plus puissants pour alimenter tout l'équipement électrique. On tentait aussi d'accroître la puissance moteur pour cette technique particulière, avec un assemblage légèrement plus soigné. Ainsi, à l'usine, ces motos recevaient des indices complexes supplémentaires dans leur nom, souvent la lettre P pour patrouille, comme IMZEM 62P.
Au milieu des années 60, à la demande du ministère de l'Intérieur, Irbit a développé une moto puissante et rapide pour la patrouille. Bien sûr, dans le contexte de cette époque et des véhicules qui circulaient sur les routes du pays des soviets, il devait rattraper tout ce qui roulait en union des républiques socialistes soviétiques sur les routes publiques. Des exigences ont été fixées pour la vitesse de la moto solo à 150 km/h et à 120 avec le sidecar. C'est ainsi qu'est apparu l'IEMS et EMSANT. Pour atteindre les objectifs fixés, la moto a été équipée d'un carénage et d'un moteur dont la cylindrée a été portée à 1040 cm3. Cependant, lors des premiers essais chambordants, la moto n'a pas atteint la vitesse requise. Le moteur a été amélioré pour augmenter sa puissance et ses performances. On a finalement obtenu une puissance maximale de 50 chevaux du moteur, mais à condition d'un taux de compression élevé et d'une essence avec un indice d'octane d'au moins 85, ce qui était très rare dans les années 60. À un certain stade du développement, des problèmes d'usure du caoutchouc sont apparus. Au final, 3 prototypes EMSTO ont réussi les essais interservices, et le premier lot de motos avec sidecar a été fabriqué en 12 exemplaires. Mais le projet n'a pas connu de développement ultérieur, et l'EMZ, ne disposant pas d'un atelier pour les petites séries, n'était pas prêt à produire 1500 EMSTO par an. De plus, des performances de vitesse légèrement inférieures mais similaires ont pu être atteintes avec le modèle M63P, dont la production était beaucoup plus simple et surtout moins coûteuse. La documentation et les rapports ont été archivés et le projet EMSTO est discrètement tombé dans l'oubli. À la fin des années 60, la couleur des voitures et des motos de la police a de nouveau changé. D'après les rumeurs, la raison du passage du schéma de couleur bleu-rouge au jaune-bleu était l'augmentation du trafic routier et la nécessité d'améliorer la visibilité. C'est ce schéma de couleur qui deviendra par la suite le plus célèbre et le plus apprécié de tous les restaurateurs dans l'espace post-soviétique. En plus des grosses motos, il était parfois possible de voir d'autres véhicules soviétiques en service. Voici par exemple un scooter Tula en service à la police routière. Une nouvelle ère pour la police à 2 roues a commencé dans les années 70, car c'est à cette époque que des limitations de vitesse ont été introduites dans le code de la route soviétique. À la même époque, des motos sont apparues sur les routes, qui avaient du mal à rattraper une patrouille sur une lourde Ural, même sans le sidecar. Il s'agit bien sûr de l'EIZH Planetasport et de la nouvelle gamme Jawa, à commencer par le modèle 634. C'est précisément pour lutter contre de tels contrevenants qu'un bataillon spécial de motards était créé dans la police routière de la capitale, qui sera ensuite surnommé le Motobat. Les Oural n'ont jamais disparu du service et étaient activement utilisés par les agents de la police routière, mais à côté d'eux, les membres du Motobat étaient à juste titre considérés comme l'élite. C'est d'ailleurs pour eux que de nouvelles BMW R90 de 900 cm3 ont été achetées dans les années 1973 à 1975. Cette période marque le début de l'histoire du Motobat moderne. Au milieu des années 80, les voitures de service devenues courantes avaient presque remplacé les motos dans les grandes villes. Cependant, le Motobat de la capitale utilisait principalement des voitures étrangères. Dans certaines petites villes et zones rurales, la moto restait en service. Au début des années 1990, un nouveau chapitre de l'histoire a débuté. En 1990, la couleur de toutes les voitures de la GA a été changée. Le blanc est devenu la teinte principale, avec des éléments et inscriptions bleues, remplaçant le jaune. Et en 1998, la GA a été renommée en direction principale de la sécurité routière, et bien qu'il se soit déjà écoulé plus d'un quart de siècle, le nom GA ne disparaît pas rapidement du langage courant. À cette époque, sur fond de profonde crise économique, les agents utilisaient le nom des motos nationales telles que LIJ Jupiter 5 et l'Ural, puis au début des années 2000, LIJ Junker. À la même époque, le bataillon moto restait fidèle à ses traditions en choisissant la technique BMW. Le fossé grandissant entre les motos étrangères et nationales a mené au retrait des IJ et Ural du service dans la capitale dès les années 2000. Et jusqu'à récemment, on ne pouvait rencontrer ces motos que dans les régions. Les unités de police routière de la capitale, comme le Motobat, ont débuté l'acquisition d'équipements allemands. BMW G650 R1100, R1150, R1200 et ainsi de suite. Après la capitale, d'autres grandes villes ont également renouvelé leur parc de motos avec du matériel étranger. De nos jours, la voiture reste la principale technique de la police. Mais certaines unités utilisent aussi des motos, principalement des BMW. On peut aussi voir des motos Yamaha et Honda.
Sur fond de développement de la culture motocycliste et d'augmentation du nombre de motards sur les routes, il est évident que personne n'a l'intention de mettre à la retraite les patrouilles à deux rousses. En ce qui concerne les autres républiques de l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques, elles ont suivi une voie similaire. En Ukraine, dans les années 90 et début 2000, la milice utilisait des motos Dniepr de l'usine de Kiev et des IZH plus tard. La préférence est allée aux motos étrangères. Une page particulièrement intéressante de l'histoire des motos en service concerne les motos d'escorte. L'escorte d'honneur des chefs d'État et des invités étrangers importants n'est pas une invention soviétique. Un tel phénomène peut être observé partout, dans de nombreux pays et à différentes époques. Aujourd'hui, dans un cortège d'escorte, nous verrons très probablement l'élégante et massive BMW, que ce soit à Londres, Paris ou Moscou. Cependant, en Union des républiques socialistes soviétiques, les choses différèrent. Si la police et la groupe d'auto-intervention des années 60 aux années 80 utilisaient principalement des motos Oural dans le garage à usage spécial, on astiquait à la cire les motos de Dniepr avant chaque passage. Jusqu'en 61, pour escorter les personnalités importantes, on utilisait des EM-72. Les Kiev Kassept 150 sont entrés en service à partir de 1961, suivis des Kassept 150 EM et Cassis 150 à la fin des années 1960. Cette technologie était différente des EM, 72 civils et des Kassept 150. Ils étaient soigneusement rodés et réglés. La qualité des pièces et du revêtement de peinture était supérieure. Le siège arrière n'était pas installé. À l'avant, pour protéger le conducteur des intempéries, on installait un pare-brise avec un tablier souple et les flancs des pneus étaient peints en blanc. Au moins une des motos du groupe était équipée de phares supplémentaires et de signaux sonores. C'était la moto du commandant du groupe d'escorte, qui suivait toujours près de la porte avant droite de la voiture principale escortée. Il avait également une radio fixée à droite sur l'aile arrière de sa moto. Dans les années 70, la haute direction politique de la République socialiste soviétique d'Ukraine a chargé l'usine de Kiev de développer le modèle Escort 73. Le projet n'a pas été facile pour les ouvriers de l'usine, mais il était prêt en 1974. 25 motos solo ont été livrées à la police de la circulation de Kiev et un peu plus tard, elles ont attiré l'attention à Moscou. À la fin des années 70, ils ont développé l'Escort 78 en se basant sur l'expérience acquise lors de la création de la technologie sportive. Le moteur de l'Escort Dniepr provenait du modèle de motocross, Dniepr 750 SK01. Ce moteur suralimenté développait 60 chevaux à environ 7500 retours par minute. Mais pour la technique spéciale du garage, sa puissance a été réduite à 50 chevaux. Cette puissance suffisait pour que la moto atteigne 150 km/h et possédait une fiabilité moteur suffisante. Comme ce modèle était également prévu pour l'exportation dès la phase de prototype, il possédait aussi une appellation civile. Les motos d'escorte Dnipro 14 neufs étaient utilisées en été en solo et en hiver avec un sidecar non destiné au transport de passagers, mais spécialement conçu pour assurer la stabilité de la moto pendant la saison hivernale. À la moitié des années 80, le modèle Dnipro 14 neuf EM était prêt. La moto a été testée et améliorée pendant plus d'un an. Un lot de 25 appareils de série est arrivé au garage du Kremlin en mai 89. Les Dniepr ont servi dans l'escorte jusqu'en 93. Bien qu'en hiver, avec le sidecar, ils aient été utilisés jusqu'en 96, lorsque la technique étrangère les a finalement remplacés. Pour le garage à usage spécial, au milieu des années 80, on développait des prototypes de motos IG. La première d'entre elles était l'IG Leader, abondamment carénée avec des panneaux en plastique. On prévoyait d'y installer un moteur rotatif à 2 sections RD601 d'une cylindrée de 613 cm3 et d'une puissance de 52 chevaux. Le moteur était développé par des ingénieurs de Togliatti et, à bien des égards, il était unifié avec les rotors de Volжski Automobilny Zavod, que les services spéciaux et salons spéciaux avaient un peu déjà eu l'occasion d'évaluer sur des voitures. Le deuxième est l'IZH Vega. Des options étaient envisagées pour équiper la Vega d'un moteur rotatif du Institut de recherche scientifique de toute la Russie Motoprom de Serpukhov et d'un gros bicylindre en V en développement chez Igimak. Eh bien, pour les essais routiers, un moteur du Dniepr a été installé à la hâte sur l'un des prototypes. Le IZH 821 Vega, équipé d'un moteur rotatif à 2 sections d'une cylindrée, 736 cm3, pouvait se vanter.
87 chevaux et 200 km à l'heure. Pour la fin des années 80, ce sont des performances respectables. L'appareil a rapidement capté l'attention au plus haut niveau du ministère de l'Intérieur et dans le garage des affectations spéciales. Quant au créateur de la Vega, il nourrissait bandamment des plans optimistes pour lancer la production en série de légis rotatifs et même pour en fournir aux forces de l'ordre d'autres pays. Mais cela n'était pas destiné à se réaliser. L'Union a été dissoute et le projet abandonné. Avec l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques et la douloureuse transition vers le capitalisme, l'industrie motocycliste, qui n'était déjà pas à la pointe, a fini par s'éteindre complètement. Et le passage du garage spécial aux voitures étrangères était inévitable. Ces 5 ou 6 dernières années, des nouvelles agitent parfois Internet que le groupe Kalachnikov, créé sur la base d'Ijmash, va tantôt présenter un prototype, tantôt lancer la production d'une moto d'escorte Edge Cartage, ou même proposer une version accessible à l'achat pour les particuliers. Temka, pour être honnête, c'est assez flou. Le Cartage promet d'être extrêmement lourd, environ 510 kg en version solo sans sidecar, avec un 6 cylindres à plat de 150 chevaux. Ça ne viendrait pas de la Gold, avec une accélération de 3 secondes et demie jusqu'à 100 et une vitesse maximale de 250. Mais pour l'instant, il est absent du cortège. Cependant, ces dernières années, il semble que la priorité ait été donnée à la moto électrique Horus Merlon, avec un moteur de 190 chevaux et un poids à peine plus modeste que celui du cortège. Cette technique est apparue dans le cortège en 2024. Vous savez où est-ce le hic ? La production de 25 à 30 exemplaires de cette moto, c'est tout ce dont le garage du Kremlin a besoin, pas plus. Ce n'est pas une renaissance de l'industrie motocycliste, ni la création d'une moto nationale de masse et accessible. Donc, qu'il y ait 30 Horus ou 30 BMW, cela ne fait pas vraiment de différence. Cela n'aura aucun impact sur les secteurs de l'économie nationale. Dans ce 4e chapitre, les amis, je voudrais résumer les informations sur les motos de police en Europe. Comme le montre l'histoire, l'Europe est le berceau de la construction de motos, en particulier la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, la Tchéquie et, dans une moindre mesure, l'Italie, qui étaient en tête les pays les plus avancés dans ce domaine. Au début du XXe siècle, il existait en Europe de nombreuses entreprises et sociétés différentes qui tentaient en leur chance dans la création de motos. Beaucoup d'entre elles cesseront d'exister après quelques décennies, n'ayant pas résisté à la concurrence ou ayant rencontré d'autres problèmes qui ont empêché la poursuite de la production. Au tout début, la Grande-Bretagne s'est révélée la plus progressiste dans l'utilisation des motos au service de la police. Là-bas, la technologie à 2 roues a officiellement été introduite dans les forces de l'ordre en 1921. Cependant, je n'exclus pas la possibilité que les constables aient utilisé des motos avant cette date, à titre privé. Naturellement, la police recevait des véhicules de production locale, AGS, BSA, Ariel, Matchless, Triumph, Norton et d'autres. Comme partout, les agents de l'ordre prêtaient attention au coût, à la fiabilité et aux caractéristiques dynamiques et de maniabilité des véhicules. Cependant, il ne faut pas oublier dans quel monde nous vivons. D'un côté de la balance, nous aurons la logique et de l'autre, les intérêts de quelqu'un. Pour tout constructeur de moto, décrocher un contrat d'État est le plus grand bonheur. Croyez-moi, il ne s'agit pas seulement de la Grande-Bretagne, mais du système en général. Dans le monde entier, des enveloppes circulèrent dans les bureaux, des accords occultes étaient conclus, et le lobbying des intérêts de certaines personnes et entreprises existait à toutes les époques. Revenons à la Grande-Bretagne. L'une des premières mentions d'une femme motocycliste dans la police vient justement de là. Plusieurs dames sont mentionnées dans cet extrait de journal. Sur la photo, une femme du nom de Lodge est assise sur une moto AJS 350 année 1929. L'article mentionne également Madame Rosa Ashby, ancienne femme policière en 1928, ainsi que les femmes policières Franklin et Byrne. Et sur cette photo, Jeannette Gray, sur sa moto, d'ailleurs elle aussi une AJS, reçoit des instructions du surintendant Shellsville au commissariat de police de Lydney. 1929. Comme vous pouvez le voir, à la fin des années 20, une femme motocycliste en service n'était pas une rareté. Avant la Seconde Guerre mondiale, les motos, avec ou sans sidecar, étaient très utilisées par la police. Même après la guerre, avec l'effondrement de l'Empire britannique à la fin des années 40, elle vivait dans l'austérité. J'espère que vous vous souvenez, au début du sujet, j'ai parlé du fait que la situation économique du pays influence la technologie utilisée. Le niveau de criminalité aussi d'ailleurs. Ainsi, à la fin des années 40 et au début des années 50, la police a été confrontée à une pénurie de personnel, les agents à pied étant incapables de patrouiller efficacement les secteurs élargis. La question de l'augmentation de la motorisation des unités s'est alors posée.
La direction comprenait parfaitement qu'une moto classique avec un gros moteur était coûteuse. C'est pourquoi leur attention s'est portée sur des véhicules plus simples. Pour de simples patrouilles, les scooters italiens Lambretta et Vespa convenaient bien, ainsi que les scooters de production locale conjointe Douglas Vespa. Les copies légères de la moto allemande DKW, Birmingham Small Arms Bantam 125 et 150 les motos britanniques légères, Francis Barnett 125 et le vélomoteur Little Engine, un véhicule hybride intéressant entre le scooter et la moto, avec un minuscule moteur opposé. Pour des tâches plus sérieuses, on utilisait des 600 cm3, Ariel, Norton et Birmingham Small Arms, Triumph Thunderbird, Sunbeam S8. Les années 50 ont vu le développement d'équipements spéciaux sur les motos. On a commencé à installer des radios, des signalisations lumineuses et sonores sur les motos. Il faut en dire davantage sur le petit moteur Vélocette. Ce cyclomoteur a fait ses débuts devant le public en 1948, et il a été produit en plusieurs générations avec différentes modifications jusqu'en 1971. Le Little Engine, malgré une conception assez complexe, capricieuse et coûteuse par rapport au Birmingham Small Arms Bantam, était extrêmement populaire auprès de la police. Ce modèle et la société Vélocette ont survécu principalement grâce aux commandes de l'État. Comment cela a-t-il pu arriver? Est-ce qu'une bande de termites s'est réunie et a tout construit? Non, ma petite, ce sont les corrompus comme moi qui ont tout réglé en posant des questions. Le Vélocette EL est ainsi devenu connu sous le surnom de Noddy Bike. En Grande-Bretagne, les policiers devaient en tas saluer leurs supérieurs hiérarchiques lorsqu'ils se déplaçaient en train, que ce soit à cheval ou à moto. Mais lorsqu'ils roulaient sur le Vélocette Little Engine ou toute autre moto, cela impliquait de retirer une main du guidon. C'est ainsi qu'il a été convenu qu'un hochement de tête pouvait témoigner du respect. En anglais, un hochement de tête se dit « noddy », surnom donné à l'époque aux motards de la police britannique. Dans la seconde moitié des années 60, avec la hausse de la motorisation, le nombre d'infractions et d'accidents routiers a également augmenté. De plus, des sous-cultures telles que les cafés racers et les mods ont émergé. Pour le patrouillage et l'interception, on utilisait des Norton 650, des Triumph 750 et des Birmingham Small Arms 750. Cependant, l'industrie motocycliste de la brumeuse Albion n'avait plus longtemps à vivre. Les Japonais entrent sur le marché avec des machines plus rapides, puissantes et moins chères. La crise a touché toute l'Europe, et seules quelques rares marques ont réussi à rester à flot. Une de ces marques était BMW. Dès les années 70, leurs motos ont équipé la police de nombreux pays. En Grande-Bretagne, elles ont été testées en 1974 et adoptées par les forces de l'ordre. C'était un succès dont je vais parler dans quelques minutes. Parmi les entreprises britanniques, Norton a été le plus long fournisseur de matériel à la police, luttant contre la situation difficile de 1969 à 1976. Ils produisent le modèle Interpol, qui a été créé sur la base du modèle civil Commando, avec des moteurs de 750 et 850 cm3. Durant ces années, l'entreprise fermait, fusionnait ou se dissolvait. À la fin des années 70, Norton acquiert la documentation et l'équipement de production d'Hercule, une entreprise allemande spécialisée dans les moteurs rotatifs. Norton mise alors sur cette technologie, une histoire similaire à celle des moteurs rotatifs soviétiques IG. Certes, les Britanniques ont connu des succès notables. En 1984, le modèle rotatif Interpol 2 est lancé, avec un moteur birotor d'une cylindrée de 588 cm3 et d'une puissance de 85 chevaux. Plus tard, une version à refroidissement liquide, l'Interpol 2A est apparue, puis la Norton Commander, à ne pas confondre avec le modèle Commando. Le principal client de cette technologie était la police, mais le nombre d'unités produites laissait à désirer. Ainsi, seuls 253 exemplaires ont été fabriqués en 4 ans. Le rotor était exigeant, peu fiable et coûteux. Et au final, la police a complètement préféré la technologie étrangère, BMW, Yamaha, Honda, etc. Pour l'escorte du cortège funéraire de feu Sa Majesté la Reine-Mère Elisabeth. Des motos R1200 RT étaient présentes dans le cortège. Mais tant que l'industrie moto britannique était vivante, on utilisait bien sûr des véhicules de production locale dans l'escorte. Ils étaient aussi impeccables que les Denier Prod Escort et tous les autres motos d'escorte. Et voilà, nous sommes arrivés à BMW. Pendant que j'écrivais le scénario de ce sujet, une question ne me quittait pas. Comment se fait-il qu'une entreprise qui était au bord de la faillite après la Seconde Guerre mondiale ait réussi à vendre ses motos aux administrations d'environ 150 pays? Dans une certaine mesure, ils ont même surpassé les Japonais.
Après la guerre, la société BMW survivait en produisant de petits modèles monocylindres, mais dès 1950, ils sont revenus à la fabrication de leurs fameux bicylindres à plat. Pendant ce temps, BMW participait avec succès aux courses, et la production de l'entreprise était reconnue pour sa qualité et sa fiabilité. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a connu un boom de motos abordables, de petites cylindrées et simples, tout simplement parce que la voiture était hors de portée pour la plupart des gens. Et donc, BMW, dans les années 50, était l'une des rares entreprises en Europe à produire des machines avec des moteurs de 500 et 600 cm3. Seules les entreprises de Britannique Triumph, BSI et Norton pouvaient leur faire concurrence. Et déjà dans les années 50, la conquête progressive des marchés commence. Durant cette période, plusieurs services de sécurité européens s'intéressent à BMW. Les BI avaient de nombreux atouts, des moteurs puissants et coupleux, un générateur performant permettant l'installation de gyrophares et d'une radio sans modification, une bonne maniabilité et une grande fiabilité. Deuxièmement, les motos BMW sortaient d'usines équipées de tout le nécessaire pour la police, pare-brise, radio, éclairage, etc. Troisièmement, la technique allemande était moins chère que la britannique. Il aurait été difficile pour Norton et Triumph de rivaliser. Et enfin, apparemment, la société BMW, intéressée par la conclusion de contrats, offrait aux clients institutionnels un soutien pour l'entretien des équipements livrés, la fourniture de pièces détachées et d'autres avantages. Voici un fait intéressant pour vous. BMW organisait un événement pour les policiers afin de les former à la conduite de moto de sa propre fabrication. Ce sont des méthodes, tout à fait logiques pour fidéliser les clients et augmenter les ventes. La R50/2 fut l'un des premiers modèles de BMW activement adoptés par les forces de l'ordre. 26 chevaux et une vitesse maximale de 140 km/h. Des performances honorables pour une moto de police de l'époque. Au milieu des années 60, l'entreprise traverse une crise. La demande pour les motos chute, les Européens devenant plus riches et passant activement à l'automobile. Grâce aux investissements financiers de la famille Kant et à des décisions audacieuses, BMW surmonte la crise de l'industrie motocycliste européenne. Et dans la foulée, cette technique est achetée par les services de l'intérieur et le marché s'élargit. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. Malgré la domination des entreprises japonaises dans de nombreux segments de motos, BMW reste indétrônable pour la fourniture de motos à la police. Équipe Sibiku de tout l'équipement auxiliaire. Grâce à la politique réfléchie de BMW, la marque conserve sa position de leader dans la fourniture de motos de police. Voici une machine prête sortie d'usine. Il y a environ 13-14 ans, on évoquait le chiffre de 100 000 motos que BMW avait livrées aux forces de l'ordre de nombreux pays au fil des années. Aujourd'hui, ce chiffre a augmenté. Cependant, certains ont tenté de résister à l'invasion des Allemands. Par exemple, les Français, avec leur riche histoire de la moto, n'avaient non plus que des moto-bécanes dans les années 70. Et le ministère de l'Industrie locale, avec d'autres hauts responsables, a décidé à la fin des années 70 qu'il ne serait pas mal de relancer la production de grosses motos, de vraies motos. Un concours a été lancé et le projet de 3 ingénieurs, Louis Boccardo, Dominique Favario et Thierry Granger, l'a emporté. Ce trio prévoyait de créer une grande moto de tourisme, qui d'ailleurs convenait aussi très bien pour le service de police, avec un moteur provenant d'une voiture Citroën. L'utilisation d'un groupe motopropulseur automobile permettait de réduire le temps de développement, d'économiser de l'argent et de simplifier l'entretien et la réparation de la moto à long terme. C'est ainsi qu'est née la BFG 1300. Pour survivre au début, l'entreprise avait besoin de soutien, et les créateurs de la BFG 1300 prévoyaient sans quête de conclure un contrat avec la gendarmerie locale pour la fourniture de motos. Cela aurait pu aider à atteindre un certain volume de production, et à optimiser le prix au niveau de la concurrence. Les particuliers auraient donc aussi acheté volontiers la technologie nationale. BFDG a réussi les essais, a été recommandé pour l'adoption en service et présenté lors de défilés et comme véhicule d'escorte pour les hauts dirigeants. Mais au final, les hauts responsables, qui avaient promis de soutenir le producteur national, ont renié leurs engagements. Et en quelques années, la production de BFG 1300 a finalement fait faillite. Louis Boccardo, après le 1300, a également participé à 2 autres projets. Moto Français 650, une moto aux caractéristiques similaires à nos Dniepr et Oural, et Baccardo Aera. Les 2 projets ont également été créés en utilisant des groupes motopropulseurs automobiles, et chaque projet, en plus des ventes aux civils, était prévu pour des livraisons à la police. Mais de l'autre côté, tout était ignoré. Le premier projet cachait en réalité une histoire digne d'un roman policier.
et il y a clairement un sabotage évident de la part de certains politiciens. D'ailleurs, j'ai sur ma chaîne des reportages sur chacune des 3 motos françaises. Vous pouvez les découvrir plus en détail. En bref, les motopatrouilles de la gendarmerie française se déplacent sur des BMW. Pour conclure, je vais parler brièvement d'un pays européen unique, l'Italie. L'histoire de l'industrie motocycliste italienne est passionnante. En Italie, où le climat est chaud, la police a rapidement adopté les motos. Et vous êtes sûrement déjà tombé sur une vidéo dont vous voyez actuellement les images. Et oui, cela se passe en Italie. 1935, un défilé de police à Rome. La maîtrise de la technique chez ces gars-là est vraiment impressionnante. Pendant longtemps, des Moto Guzzi monocylindres de 500 cm3, avec leurs caractéristiques cylindres horizontales, ont été massivement utilisés dans le service. Jusqu'au début des années 60, la technique était bonne. Mais durant cette décennie, avec l'essor de l'Italie, le nombre et la vitesse des véhicules dans les rues ont augmenté. Les motos 500 ne sont plus efficaces sur le marché. Moto Guzzi et BMW cherchent urgemment une solution pour enrayer la baisse des ventes. Il était souhaitable pour l'entreprise de continuer à fournir des motos à la police, garantissant ainsi des bénéfices pour les années à venir. Il fallait créer quelque chose de nouveau. Au début des années 60, l'ingénieur Moto Guzzi, Giulio Cesare Carcana, conçoit un moteur bicylindre de grande cylindrée pour une nouvelle moto adaptée à l'époque. Initialement, il prévoyait une cylindrée d'environ 500 cm3, mais il a aussi envisagé 750 cm3 pour le tricycle unique 3x3 pour les troupes alpines. D'ailleurs, ce dernier n'a pas rencontré de succès en raison de sa complexité et de son coût élevé. Au final, naît le V-Twin à 90 degrés qui deviendra par la suite légendaire, monté longitudinalement dans les cadres Moto Guzzi. Entre-temps, un appel d'offres ministériel a été lancé pour équiper la police routière italienne en motos. Le vainqueur devait être une moto capable de parcourir 100 000 km sans révision majeure du moteur et avec des coûts d'entretien technique minimaux. C'était l'occasion idéale d'installer le nouveau moteur Carcana sur la moto. En 1964, la Moto Guzzi modèle 5.7 a fait ses débuts. Ce projet innovant associait la fiabilité des standards automobiles à un niveau de confort inégalé, ce qui a également suscité l'intérêt des forces de police étrangères, notamment aux États-Unis. Le moteur V7 avait une cylindrée de 703 cm3 et développait une puissance maximale de 40 chevaux. L'engin pouvait atteindre une vitesse de 160 km/h. La production de masse pour la police et les marchés étrangers a commencé en 1966. Et l'année suivante, le Frame 7 est devenu accessible au grand public à un bon prix, 725 000 lire, ce qui était bien plus abordable que les concurrents allemands et anglais. Le prix bas de Moto Guzzi était l'un de ses principaux atouts. À cette période, Moto Guzzi n'était pas l'unique société italienne cherchant à décrocher un contrat lucratif pour fournir de l'équipement. En réalité, presque tout le monde a tenté sa chance. Cependant, Ducati et leurs concessionnaires aux États-Unis voulaient commencer à se démarquer de tous les autres sur fond de baisse des ventes de motos légères. Déjà en 1959, le distributeur de Ducati aux États-Unis, Berliner Motor Corporation, propose de s'imposer sur le marché américain en créant un concurrent au Harley et en décrochant un contrat avec les départements de police. Pour réussir un tel coup, il fallait créer un véritable muscle bike. Berliner est allé jusqu'à envoyer 2 motos Harley-Davidson en Italie. Par exemple, une pour Ducati et l'autre pour Moto Guzzi. En gros, les gars, faites quelque chose de similaire et nous aurons d'excellentes ventes. Ducati, et non une entreprise japonaise, a été le premier à imiter Harley-Davidson. En 1961, Berliner prend en charge une partie des dépenses et en 1963, le prototype Ducati 1260 Apollo était prêt. Ils ont même inventé un nom qui rappelait le programme de vols spatiaux habité de la National Aeronautics and Space Administration. Dans les années 60, c'était probablement le nom le plus populaire aux États-Unis. Tsutsumosan aux États-Unis. Et oui, 1260 correspond à la cylindrée du moteur en V4. À l'origine, ce moteur monstrueux développait 100 chevaux et permettait à la moto massive d'atteindre 190 km/h. À titre de comparaison, le Harley de cette époque développait environ 50 chevaux. Cependant, même les pneus spécialement conçus ne supportèrent pas la puissance du moteur. Après avoir réduit la puissance à 80 puis à 65 chevaux, ils ont finalement obtenu une usure acceptable. Mais cela signifiait que désormais, la concurrence pour Ducati pourrait venir de BMW.
L'Apollo a été présenté au salon de la moto d'Earl Scott à Londres en novembre 1964 et a suscité un vif intérêt. Berliner planifiait de fournir des machines aux forces de police américaines et imprimer des publicités à cette fin. Le prix sur le marché américain devait être de 1 500 $. Et Ducati avait une chance. Mais le gouvernement italien, qui subventionnait Ducati, a estimé qu'un marché limité ne justifiait pas les coûts d'équipement de production et a cessé de financer le projet. Dans quelques années, Berliner verra Moto Guzzi Offset. Avec cette moto, tout ira bien. Voilà une histoire intéressante. En Italie, la police utilise des véhicules des grands constructeurs japonais BMW, Moto Guzzi et plus rarement Ducati et MV Agusta. De nos jours, dans les pays européens, les motos BMW dominent le service. On trouve aussi des modèles de motos Yamaha. Le modèle FJR 1300 est très répandu. Honda propose également son modèle phare pour la police, la ST 1300. Qu'est-ce qu'on peut encore rencontrer en service ? Tout dépend des objectifs. Cela va des scooters simples et peu puissants. Par exemple, la police d'Estonie ou de France en utilise, jusqu'aux motos sportives puissantes pour intercepter les contrevenants. Par exemple, la BMW S 1000RR en Grande-Bretagne ou la Kawasaki H2 en Finlande. Dans ce dernier chapitre, je ne vais pas passer en revue tous les pays qui n'ont pas encore été mentionnés, mais je voudrais aborder séparément le cas du Japon. Et ensuite, nous passerons rapidement en revue plusieurs autres régions du monde, en mentionnant la Chine, l'Inde, l'Amérique latine, et peut-être encore quelques faits intéressants. Alors le Japon. Un fait bien connu, au tout début, l'industrie motocycliste japonaise s'appuyait sur les réalisations d'autres pays, et de nombreuses premières méthodes de ces premières motos étaient des copies de modèles étrangers. Avant la Seconde Guerre mondiale, les motos de production locale étaient fabriquées en très petite quantité, et la majorité des deux roues circulant sur les routes du pays du soleil levant étaient d'origine étrangère. Et dans la plupart des cas, à cette époque, toute la technologie remplissait ses fonctions au service d'une organisation, qu'elle soit étatique ou commerciale. Au Japon, la moto est apparue pour la première fois au service de la police en 1918. On sait que déjà dans les années 1920, des motos participaient à l'escorte du cortège du prince Hirohito. Voici cette photographie datée de 1926 qui en est la preuve. La moto avec sidecar est une Harley-Davidson modèle J. Il convient de noter que dans les années 20, le Japon était le deuxième importateur de motos Harley après l'Australie. À cette époque, la technologie américaine Indian était également livrée. Henderson, les Britanniques AJS Triumph, Matchless, Norton, Douglas, Brugge Superior et Velocette, les Belges Sarolea et Fabrique Nationale, ainsi que Husqvarna, Moto Guzzi, NSU et BMW. Et une partie de cette technologie était certainement utilisée par la police. Principalement, la plus répandue était la Harley-Davidson. Il existait une entreprise de moto appelée Meguro qui fusionnera plus tard avec Kawasaki. Au début des années 1930, ils ont maîtrisé la production d'un moteur monocylindre de 500 cm3, apparemment une copie de la Birmingham Small Arms. Et en 1937, la première moto de série Meguro Z9017 a fait ses débuts. Le 500 développait 11 chevaux et la moto Meguro atteignait une vitesse de 90 km/h. En 1939, il a été adopté pour le service par la préfecture de police métropolitaine de Tokyo. À ce moment-là, la Z9007 était le leader parmi les motos de grosse cylindrée au Japon. Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait environ 150 entreprises et sociétés dans le secteur de la construction de motos. Jusqu'aux années 60, la plupart feront faillite, ne laissant que le Grand 4. Mais il s'agissait principalement de petites cylindrées, et dans les années 50, Meguro n'était pas pressé de céder la première place. En 1955, le premier modèle bicylindre de la société a fait ses débuts sous le nom de T-Han. C'était la moto japonaise la plus puissante à ce moment-là. Et le bicylindre en ligne 4 temps de 650 cm3, développant 29 chevaux et demi, était clairement une copie du moteur Triumph. Le T1 était principalement destiné à la police. Un an plus tard, une version améliorée du 5 Sans est apparue, le modèle Z-Sept qui a également été apprécié par les forces de l'ordre. À la fin des années 50, Meguro connaît des difficultés financières à cause d'une gamme de motos légères qui s'est révélée plus chère que celle de la concurrence. En 1960, ils sont rachetés par Kawasaki. Comme partout dans le monde, les forces de l'ordre japonaises s'intéressaient aux motos puissantes, dynamiques et fiables, en particulier aux modèles de la série W de Kawasaki.
Par la suite, les forces de l'ordre japonaises faisaient leur choix de matériel en fonction des missions à accomplir. Les modèles les plus populaires en service furent la Honda CB 750F dans les années 80 et au début des années 90, puis la VF R 800P à partir des années 90 et jusqu'à aujourd'hui. L'industrie motocycliste chinoise a été fondée dans les années 50 avec l'aide de l'Union des républiques socialistes soviétiques pour produire une copie de l'M72. La marque Shangxian, créée à cette époque, existe toujours aujourd'hui. Dans les années 60 à Shanghai, la production de la Donghai 750, une moto avec sidecar équipée d'un moteur copié sur celui de Triumph, a débuté. La plupart de ces véhicules étaient destinés à l'armée, mais il n'est pas exclu qu'un certain nombre aient été utilisés par la police. Le temps passait, et la République populaire de Chine est devenue l'usine du monde pour la production de tout, y compris des motos. Le nombre d'entreprises a connu une croissance exponentielle. Aujourd'hui, la police chinoise utilise de nombreuses motos, allant des scooters et des motos légères de 125 et 250 cm3 jusqu'aux modèles phares plus imposants. Par exemple, le CEF Moto 1250J avec son 140 chevaux, développé conjointement avec KTEM. Il est présenté comme une plateforme haut de gamme pour les besoins de la police. D'ailleurs, en Corée du Nord, on utilise des motos chinoises de petite cylindrée. L'Inde, actuellement, c'est le plus grand marché de motos au monde. En 2017, l'Inde a dépassé la Chine dans ce domaine. Aujourd'hui, environ 40 millions de motos y sont en circulation. La diversité des deux roues de policiers en Inde est grande, et en raison du climat chaud, de la facilité d'utilisation et du faible coût, leur nombre y est immense. La moto la plus sérieuse que l'on puisse rencontrer au service de la police, c'est la Harley-Davidson Street 750. Elles sont utilisées par la police de Calcutta et du Gujarat uniquement dans des cas particuliers et non pour la patrouille ordinaire. On trouve aussi des véhicules Honda, par exemple la CB R250R et le scooter le plus populaire en Inde, la Honda Activa, qui est une solution idéale pour les brigades de patrouille féminines. Le reste du parc est représenté par des marques locales, TVS, Bajaj, Hero et Royal Enfield. En Amérique latine, au milieu du XXe siècle, les Harley étaient largement répandus. Plus tard, les BMW et les véhicules des marques japonaises sont devenus courants. Cependant, il y a eu un cas très intéressant au Brésil avec la moto Amazonas. Amazonas 1600 est un exemple intéressant de la façon dont deux gars de Sao Paulo rêvaient de rouler sur des motos imposantes comme les Harley, mais n'avaient pas les moyens d'acheter des machines venues des États-Unis. Luis Gomi et José Bestona ont décidé de se fabriquer des motos à partir de ce qu'ils pouvaient trouver au Brésil. Le choix du moteur s'est porté sur le bloc moteur de la Volkswagen Beetle, le reste a été récupéré dans une casse locale. Leurs efforts auraient pu se terminer par une paire d'épaves, mais c'est alors qu'un investisseur est apparu et a proposé d'intéresser la police brésilienne à cette technologie, tout en gagnant de l'argent au passage. D'autant plus que les Harley, livrés à la police dans les années 30 et 40, étaient dits pour la plupart dans un état déplorable. La direction des affaires intérieures a apprécié l'idée. Et pendant la période de 78 à 86, environ 300 motos Amazonas ont été livrées à la police. Mais plus tard, l'entreprise a rencontré des problèmes financiers et la production a cessé. Les organes sont alors passés entièrement à la technologie étrangère. En particulier, j'ai depuis longtemps remarqué que dans les années 2010 à Rio de Janeiro, pour les poursuites dans les ruelles étroites des favelas, dans des conditions de relief vallonné, on utilisait des motos Yamaha XT660R. Pourquoi ai-je prêté attention précisément à cette moto ? C'est simple. De 2016 à 22, j'ai été l'heureux propriétaire d'un tel engin, mais dans la version X-Motard. À travers l'histoire, dans les pays sans production nationale de motos, la police utilisait des Harley, des BMW et des motos japonaises. Et le choix du modèle et de la cylindrée du moteur dépendait des missions à accomplir. Les amis, mon histoire s'achève ici. Pendant un peu plus d'une heure, nous avons examiné ensemble les principaux moments de l'histoire de l'utilisation des motos dans la police de différents pays. Bien sûr, ce n'est pas tout, et si vous le souhaitez, vous pouvez encore trouver de nombreux faits intéressants, des histoires captivantes et des modèles de machines peu connus. Cependant, pour une compréhension générale, les informations présentées sont suffisantes. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est vraiment le cas, alors vous savez en principe comment soutenir mon travail acharné. Partagez ce sujet avec vos connaissances et vos amis. Laissez un commentaire. Et pour ne pas manquer les nouveaux épisodes, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.
Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don via les coordonnées dans les commentaires. Merci de votre attention, c'était Crasmoto. À bientôt.